Soyez les bienvenus dans l'Africa Newsroom. Nous sommes ensemble pour une heure de décryptage de l'actualité africaine en direct. Et en cette semaine spéciale à Bénin, notre dossier du jour sera consacré au rôle de la Commission des réformes politiques. Au sommaire également, un projet de révision constitutionnelle est en vue au Mali. Les experts chargés de l'élaboration du nouveau texte ont débuté leurs travaux ce lundi. Et puis l'Union pour la paix et le développement quitte le Sénarède, plateforme d'opposition au Burundi, une défection qui intervient à quelques jours de la reprise du dialogue inter-burundais. Et avec nous sur ce plateau pour en parler, nos éditorialistes Jean-François Akandikombe. Bonsoir Jean-François. Bonsoir Razila, bonsoir à toutes et à tous. Samuel Gimbok. Samuel, bonsoir. Merci Razila, bonsoir. Et Malik Acher. Malik, merci d'être avec nous. Merci Razila et bonsoir à tous ceux qui nous accueillent chez eux ce soir. Tout de suite, c'est l'info du jour. Le Mali veut se doter d'une nouvelle constitution. Il est question de prendre en charge les accords signés entre le gouvernement malien et les groupes armés, entre autres. Le comité d'experts chargé de l'élaboration d'un nouveau texte a débuté ses travaux ce lundi 4 juillet 2016. Explication avec Birama Saounera. La loi fondamentale au contexte socio-politique actuel, c'est là l'un des objectifs du projet de révision constitutionnelle au Mali. Ce projet permettra aussi l'application des accords signés entre le gouvernement malien et les groupes armés du Nord. Pour ce faire, une commission composée des 10 experts et des 2 rapporteurs a été mise en place par le président Ibrahim Boubacar Keïta en juin 2016. D'ailleurs, les membres de cette commission ont débuté leurs travaux ce lundi 4 juillet 2016. Il y a lieu de prendre en compte l'accord d'Alger et de le passer en revue au regard des dispositions qui peuvent avoir une connotation constitutionnelle. Dans un second temps, il faut tirer la substance des 2 réformes précédentes qui n'ont pas abouti. Et dans un troisième temps, il faut mettre tout ça en perspective pour avoir donc un projet de réforme constitutionnelle qui soit le reflet du Mali et des Maliens, qui assure donc l'état de droit, qui assure donc les fondements de la République et qui donne donc aux Maliens plus de transparence dans un objectif de gouvernance et de bonne gouvernance. La constitution actuelle du Mali a été adoptée en 1992. Des tentatives de révision ont été entreprises, mais elles n'ont finalement pas abouti. Cette révision constitutionnelle était l'une des promesses de campagne du président Ibrahim Boubacar Keïta, élu le 11 août 2013. Les observateurs estiment que ce projet de révision est un acquis de l'accord de paix. Il devra ainsi garantir l'unité du Mali tout en respectant les attentes de tous les citoyens. Tout le monde est un peu d'accord qu'il y a une rançon à payer pour la paix et que dans ce cadre, il faut cette révision constitutionnelle au moins pour que nous ayons des textes en conformité avec ce qui a été prévu par les accords. Mais voilà, est-ce que de l'autre côté, qu'est-ce que ça va apporter? C'est vraiment du ressort des politiques et de leur capacité de négocier et d'avoir de la vision. Concernant la durée du mandat présidentiel, la commission des experts maliens rassure. Selon elle, le mandat présidentiel au Mali est de 5 ans renouvelable une fois et il le restera. La commission d'experts a 5 mois pour proposer un projet de constitution à soumettre au référendum qui devra se tenir avant la fin de l'année 2016. Samuel, on l'a vu dans le reportage, ce projet constitutionnel vise à prendre en compte les accords d'Alger. Est-ce opportun alors qu'on sait que ces accords justement peinent pour le moment à être appliqués? C'est là l'un des principaux risques de la mise en place d'une constitution effective, puisque le processus de paix est en cours. Mais en même temps, ça peut être utilisé d'une autre manière pour faire avancer le processus de paix. Il y a 2 ou 3 principaux éléments importants qui structurent les grands enjeux de la mise en place de cette constitution. D'abord, les réalités qui ont présidé à l'éclatement du conflit. Et donc, il y a des revendications au nord. Simplement, l'accord d'Alger indique qu'il faudra donner le droit, il faudra reconnaître le droit aux régions de se donner la dénomination officielle qui soit respectée. Donc, pour les ressortissants du Nord, il vaudrait peut-être que l'on appelle la région du Nord la région de l'Azawad. Et donc,
parmi ces revendications, il sera peut-être accordé, d'après les revendications, et l'accord d'Alger indique qu'il faudra prendre ces revendications en compte, donc donner la possibilité à la région du Nord d'avoir une assemblée régionale élue. Donc le problème qui se pose, ce sera une prudence au niveau de l'élaboration de cette constitution. C'est-à-dire qu'à la fois, il faudra renforcer le processus de décentralisation qui donnera la pleine autorité administrative auprès des ressortissants de cette région sur leur territoire, mais en même temps, il faudra conserver deux leviers importants au niveau de l'État. D'abord, celui de l'armée nationale. Il faudra qu'il n'y ait qu'une seule armée nationale, qu'il n'y ait qu'un seul dispositif de sécurité et de défense qui soit directement sous l'autorité du chef de l'État. Et ensuite, en matière de politique étrangère ou de diplomatie, cela est du ressort de l'administration centrale. Jean-François, vous êtes d'accord? Ce sont là les principaux axes de cette nouvelle constitution, de ce que doit être la nouvelle constitution? Alors, ce sont des axes très importants que Samuel vient d'évoquer. Je ne sais pas ce que doit être la nouvelle constitution du Mali. Nous savons que depuis quelque temps, depuis quelques mois, il y a des difficultés majeures pour l'application de l'accord d'Alger et que l'accord d'Alger heurte de plein fouet certaines dispositions de la constitution qui touchent notamment à l'unité, à l'indivisibilité de l'État malien en particulier. Et maintenant, lorsqu'on annonce une révision de la constitution qui est en réalité une refondation de la Constitution, si on présente cette Constitution comme étant un acte d'application des accords d'Alger, il se pose des difficultés, à mes yeux, qui sont des difficultés importantes, à commencer, et je ne resterai que là, des difficultés de principe. L'accord d'Alger résulte de quoi? Il résulte d'un conflit qui est né de la prise d'armes par des groupes, c'est-à-dire par une toute petite partie de la nation malienne. Ce ne sont pas tous les Maliens qui ont pris des armes. On débouche sur un accord de paix et dans un état de droit, tout acte juridique qui naît de cette manière-là est subordonné à la Constitution. Or, ce qui est en train de se passer, c'est que ceux qui ont pris des armes vont aboutir ou peuvent aboutir à ce qu'on modifie la loi fondamentale de l'ensemble des Maliens. Or, cette loi fondamentale de l'ensemble des Maliens est à son cœur la garantie de l'unité de la République malienne et de la nation malienne. Et tout à l'heure, Samuel le rappelait très bien, tout en haut de cet accord, il y a la reconnaissance de l'Azawad comme une entité dite culturelle. Mais on voit très bien le glissement qui est en train de se faire vers la division de la nation et du peuple malien pour en avoir un autre. Donc pour moi, le premier problème qui se pose est celui-là. Il faut attendre. Maintenant, le comité constitutionnel va travailler. Je ne sais pas dans quel sens ils vont aller. S'ils vont aller dans le sens de la prise en compte de cela ou s'ils vont aller plutôt dans le sens d'une sorte de retenue, parce que je crois qu'à terme, les citoyens maliens auront à parler, y compris dans le Nord. Il n'y a pas que l'Azawad. Malik, quel est votre point de vue sur la question? Je partage tout à fait les avis qui viennent d'être énoncés. Je pense qu'il y a une question d'interprétation. Nous verrons effectivement le Conseil consultatif, ses conclusions par rapport à l'intégration, je dirais, des accords d'Alger pour la résolution, pour faire cette constitution malienne qui en a bien besoin car elle est assez ancienne, elle date de 1992, elle ne répond plus finalement aux objectifs de sécurité, d'unité du pays. Effectivement, Jean-François l'a rappelé, Samuel aussi, le nord du Mali est une entité culturelle à part, mais ça ne veut pas dire que la majorité de cette entité culturelle est représentée par la coordination des mouvements de l'Azawad. Il y a des impératifs sécuritaires qu'il fallait, je dirais, régler. Malheureusement, ces impératifs sécuritaires ont parfois, je dirais, biaisé certains axes, et notamment celle de la représentativité des habitants du Nord. Effectivement, dans cette région du Nord, il y a aussi des Songhai et d'autres ethnies, autres que ceux appartenant à la coordination des mouvements de l'Azawad. C'est un travail très long, on verra bien ce qui va en sortir. J'espère que l'unité de la nation malienne va être préservée parce que c'est là l'objectif principal, c'est de préserver cette nation malienne. Une question qui reste en suspens et qui peut peut-être être évoquée, c'est le mandat présidentiel. C'est une autre question, mais on verra bien. Merci Malik pour toutes ces précisions. Dans l'actualité également, le Sénarède vient d'enregistrer une nouvelle défection. La plateforme d'opposition au Burundi a vu l'Union pour la paix et le développement quitter son sein. Une défection qui intervient à quelques jours de la reprise du dialogue inter-burundais. On fait le point tout de suite avec Mariama Dramé.
Que se passe-t-il au sein du Sénarède, cette plateforme qui a regroupé jusqu'ici la quasi-totalité des partis d'opposition au Burundi? À quelques jours de la reprise du dialogue interburundais sous l'égide de l'ancien président tanzanien Benjamin Mpaka, plusieurs de ses membres ont annoncé leur retrait de l'organisation. Selon le porte-parole du Sénarède, ces défections ne changent rien à leur détermination à lutter contre le régime du président Pierre Nkurunziza. Je ne dirais pas que c'est un non-événement, mais ça n'aura pas d'effet parce que cette plateforme elle est composée de 25 partis politiques. Aujourd'hui, s'il en reste 24, je ne pense pas que ce départ puisse vraiment être senti au niveau de la plateforme. Parce que ce qui est plus important pour le Sénarède, c'est beaucoup plus. C'est la mise en place d'un état de droit au Burundi qui a comme fondation l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation, le respect de la loi. Mécontente que ses membres aient été invités à titre individuel, la plateforme avait boycotté en 2016 à Arusha la rencontre du dialogue interburundais. Ces nouveaux départs sont pour l'ancien président burundais une manière pour les opposants de mieux se présenter. Il faut interpréter ça comme une crise de croissance, parce qu'effectivement, je pense que le Sénarède est en train de se resserrer pour bien se positionner visiblement par rapport à cette échéance des négociations qui s'annonce. Il y a visiblement des partis ou des organisations qui ne seraient pas satisfaites de comment éventuellement le Sénarède s'y prépare et qui voudraient peut-être faire cavalier seul. Mais ce n'est pas pour la première fois. Et cela ne concerne pas seulement le Sénarède. L'histoire de Bujumbura a connu depuis une année une importante fronde. Et cela n'a pas empêché pour autant que le pouvoir de Bujumbura continue à se présenter. Si j'ai plutôt qu'il soit invité en tant qu'entité Sénarède et pour répondre justement à ses obligations par rapport à la crise qui ronge au Burundi et qui nécessite de la part des uns et des autres des implications pour trouver rapidement des solutions. Pour rappel, le Burundi est plongé dans une crise émaillée de violence depuis l'annonce du président Pierre Nkurunziza de briguer un second mandat. Environ 500 personnes ont perdu la vie depuis le début de la crise en avril 2015. Jean-François, comment interpréter ces multiples défections au sein du Sénarède? D'abord comme d'un non-événement à mes yeux, parce que l'événement réel, l'événement profond, il se passe sur le terrain, c'est la réaction du pouvoir, c'est l'échec de la médiation. Et il ne faut pas se leurrer, dans une ambiance comme celle-là, il va y avoir des flottements de part et d'autre, surtout de la part de l'opposition. Pour l'instant, l'opposition était relativement unie, mais était relativement unie non, sans l'action. Il n'y avait pas d'action. On est en phase de négociation maintenant, et d'ailleurs, pas vraiment de négociation, mais de monologue, puisque le médiateur va s'entretenir avec chacun des deux groupes. Donc, pour moi, c'est un non-événement. Ce sont des secousses politiques sans grandes conséquences pour l'avenir, parce que pour l'instant, ce qu'on attend, d'abord, c'est la médiation, c'est la discussion, c'est le dialogue. Malik, vous pensez que cette défection n'aura aucun impact sur le dialogue interburundais qui va reprendre dans quelques jours? Aucun impact, effectivement. Faisons l'analyse de la situation au Burundi et de la situation politique. Y a-t-il une opposition qui a le droit de citer? Je ne pense pas. Donc, premièrement, quand on appelle au dialogue, il faudrait permettre à cette opposition de s'exprimer. Je ne pense pas que ça soit le cas. Deuxièmement, la Sénarède qui était là pour promouvoir, pour défendre plutôt les accords d'Arusha sont morts et enterrés. Donc ça, c'est une chose qu'il faut dire. Et donc, il faut passer à une autre étape. Difficile pour une opposition de se réorganiser quand vous avez justement un pouvoir fort, un pouvoir qui empêche toute opposition, qui empêche toute expression, un pouvoir qui finalement se renferme et qui a réussi son pari, celui de permettre à Nkurunziza de poursuivre un troisième mandat. Donc ce n'est pas étonnant de voir qu'il y a des dissensions au sein de l'opposition. On aimerait qu'il y ait une opposition unie, une opposition qui puisse justement faire contrepoids à ce pouvoir, mais difficile quand on voit que l'arme de la répression est celle qui est utilisée dans le pays. Samuel, pour revenir au dialogue, justement, une opposition qui n'arrive pas à s'accorder sur ses revendications, a-t-elle des chances finalement d'obtenir gain de cause lors des pourparlers? La situation devient très difficile parce que le gouvernement a joué dès le début a joué la carte de l'usure du temps. C'est-à-dire que dans un processus de paix, le temps est une donnée fondamentale.
plus le processus de paix est long, plus d'autres variables, d'autres enjeux structurent le processus. Et donc là, on voit la principale conséquence, c'est cette dislocation de l'opposition. Donc au début, il y avait une mobilisation beaucoup plus forte, mais avec le temps, on voit qu'il y a des divisions internes et cela bénéficie principalement au gouvernement. Malik disait tout à l'heure que les accords d'Arusha sont enterrés. C'est vrai, puisque de toutes les façons, le gouvernement, dès le départ, a précisé que ces accords n'étaient pas plaqués sur du marbre. Donc ces accords étaient appelés à être revisités au regard des mutations sociales qui s'opèrent au Burundi. Simplement, c'était un positionnement, c'était une position qui protégeait tout simplement les intérêts du gouvernement au détriment des revendications de l'opposition et voire même de la population. Donc les conséquences seront importantes. Et aujourd'hui, Pierre Nkurunziza est en train de gagner sa bataille parce que finalement, aux yeux de la communauté internationale et même dans le processus de paix, dans les négociations, il y aura d'abord à consolider l'opposition. Finalement, quand il y aura besoin de négocier, on va négocier avec qui? Qui va porter les revendications de l'opposition? Il faudra d'abord trouver des accords de paix à l'intérieur, intra-opposition. Donc, à partir de là, ça me rappelle le conflit israélo-palestinien, à un moment donné où le Hamas s'est replié avec la bande de Gaza et vous aviez l'OLP de l'autre côté. Et donc, finalement, face à Israël, il fallait d'abord en terminer avec le dialogue interpalestinien. Donc là, on va voir le dialogue inter-opposition et ensuite voir qui sera l'interlocuteur crédible auprès du gouvernement. Jean-François, je vois que vous avez envie de réagir. Non, j'étais en parfaite phase avec ce que vient de dire Samuel. L'opposition, dans le contexte où nous sommes, est comme sur un terrain de mort. Il va se disloquer progressivement parce qu'il n'y a pas de matière. Une opposition a besoin d'espace, a besoin de politique, a besoin d'énoncés politiques pour s'opposer, pour se construire, etc. Aujourd'hui, on n'a pas ça. Donc, je suis assez d'accord que Pierre Nkurunziza est en train de réussir son pari, mais lorsqu'il réussit son pari, c'est l'Afrique qui échoue, parce que l'Afrique a été incapable de proposer une solution. Alors, on l'a dit, un nouveau round de pourparlers est prévu dans les prochains jours. Malik, est-ce que la situation avance finalement? Parce qu'on a l'impression que les négociations s'enchaînent, mais qu'on reste au même stade. Finalement, quelle est la solution pour faire avancer les choses au Burundi? Difficile de le dire, Graziella. Même si les choses avancent, elles ne vont pas avancer dans le bon sens, si je peux m'exprimer ainsi, parce que pour toutes les raisons que nous venons de citer, tant que vous n'avez pas une opposition qui soit représentative aussi de la population. Si cette opposition était représentative de la population, je pense qu'elle aurait beaucoup de choses à dire et elle ne serait pas forcément acceptée à la table des négociations. Donc, je pense qu'on est bloqué et je pense que Jean-François a raison de dire que ce blocage est dû aussi à l'immobilisme de nos États africains qui cautionnent en partie la situation au Burundi, il ne faut pas avoir peur des mots, et une Union africaine qui est encore immobile sur ce cas-là. Parfois, on parle de devoir d'ingérence. Je n'aime pas trop parler de ce devoir d'ingérence, mais pour le cas du Burundi, tous les États africains, et Jean-François a bien raison, ont failli. Samuel, une réaction très rapide à ce que vient de dire Malik. Oui, je pense que c'est l'Afrique qui en sort perdante, pas l'Union africaine. L'Union africaine, avec toute la volonté qu'elle a eue de mobiliser les États membres pour faire pression sur Nkurunziza, les États membres n'ont pas adhéré à cette proposition. Et finalement, ça rejoint tout ce que nous rappelons à chaque fois. L'Union africaine peut concevoir une vision, peut donner une directive, mais si celle-ci n'est pas reprise par les réalités nationales, par les gouvernements, il n'y aura pas d'effet sur les directives ou la vision construite par l'Union africaine. Merci Samuel. Nous allons à présent marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom. A tout de suite.